Mes chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux. Notre réunion aujourd'hui est consacrée à l'examen de la proposition de loi visant à accélérer et contrôler le verdissement des flottes automobiles. Je rappelle que celle-ci sera examinée en séance publique à la reprise des travaux après la suspension le mardi 30 avril. Nous avons nommé un rapporteur, M. Damien Adam, également auteur de cette proposition de loi. Et sans plus attendre, je vais lui laisser la parole, puis nous en viendrons à la discussion générale. Monsieur le rapporteur, la parole est à vous. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. 60% des véhicules neufs acquis en France le sont à destination des entreprises, dont une très grande part vient des 3500 entreprises qui sont concernées par une flotte de plus de 100 véhicules. Ces véhicules sont gardés en moyenne 3 ans par ces entreprises, puis ils viennent alimenter le marché de l'occasion pour la classe moyenne et dans une troisième vie, les classes populaires. Agir pour le verdissement des flottes de ces grandes entreprises est donc très efficace pour à la fois réduire plus rapidement nos émissions de gaz à effet de serre, développer le marché de l'occasion et aider l'industrie française et européenne dans sa transition. C'est le sens de la proposition de loi dont nous allons débattre ce soir et qui se compose de 4 articles. L'article 1er propose une trajectoire rehaussée de verdissement des flottes des entreprises en se concentrant notamment sur les véhicules à très faible émission, c'est-à-dire ceux qui émettent moins de 20 grammes de CO2 par kilomètre. C'est le choix qu'a fait l'Union européenne en autorisant que ces véhicules à partir de 2035. Il est donc cohérent de préparer une trajectoire en vue de cette échéance. En pratique, cela revient à exclure les véhicules à faible émission, les catégories de véhicules émettant moins de 50 grammes de CO2 par kilomètre. Ce sont les hybrides rechargeables notamment qui sont concernés. Selon un rapport de la Commission européenne qui date d'il y a quelques jours, ils atteignent en conditions réelles d'utilisation une moyenne de 136 grammes de CO2 par kilomètre au lieu des 40 grammes de CO2 par kilomètre qui devaient éventuellement consommer en théorie. C'est particulièrement le cas quand ils sont utilisés dans le cadre d'une flotte d'entreprise. Dès le début des réflexions du Parlement français sur le verdissement des flottes, choix a été fait de garder une neutralité technologique. Ce n'est en effet pas à nous de choisir quelles sont les technologies qui doivent être autorisées. Il nous revient de fixer un seuil, celui des véhicules à très faible émission, et aux industriels de prouver que leur technologie respecte ce seuil. C'est à cette condition que la transition du secteur des transports pourra se faire. Je maintiens évidemment cette logique, et si dans le futur de nouvelles technologies peu émettrices se développaient, elles seraient ainsi automatiquement intégrées à la liste des technologies permises par la loi en entrant dans les taux de verdissement des flottes automobiles. Par amendement, je vous proposerai de décaler l'ensemble de la trajectoire d'une année. En effet, la loi ayant été déposée en 2023, je faisais débuter la trajectoire en 2024, mais le temps que la loi soit définitivement adoptée, l'année sera passée. Je vous proposerai ainsi de faire commencer la trajectoire à 20% des nouvelles acquisitions en 2025 et de l'augmenter de 10 points par an pour atteindre 50% en 2028 et 90% en 2032. Certains pourraient penser, en regardant la situation avec notre prisme actuel, que cette trajectoire va trop vite. Il ne faut pas oublier que la plupart des constructeurs présents en Europe, que ce soit le groupe Renault, le groupe Stellantis ou Volkswagen, tous ont annoncé qu'ils ne proposeront plus que des véhicules électriques à partir de 2030 en Europe. En ce qui concerne les types de véhicules concernés par cette proposition de loi, elle inclut les véhicules particuliers, les cyclomoteurs, les motocyclettes légères de puissance maximale supérieure ou égale à 1 kW, les véhicules légers et une partie des véhicules utilitaires légers. Pour ces derniers, nous aurons l'occasion d'y revenir pendant les débats pour prendre en compte l'offre disponible sur le marché, la cohérence de cette offre avec les besoins des entreprises en termes de poids et d'autonomie, ainsi que les prix pratiqués. Je proposerai également, comme certains d'entre vous, d'ajouter les quadricycles lourds et les tricycles à moteur dans le périmètre de la loi. Parlons maintenant d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, les loueurs. Il y en a deux types. D'abord, les loueurs de longue durée. Ces 138 sociétés de leasing ayant une flotte de plus de 100 véhicules ont immatriculé 1 996 097 véhicules neufs en 2023. C'est 54% du total des véhicules neufs légers immatriculés en France. Leur rôle est donc essentiel, notamment car elles sont propriétaires de nombre de véhicules ensuite utilisés par d'autres entreprises. Pour éviter que les entreprises achètent le minimum de véhicules à très faible émission pour être dans les clous de la loi et louent le reste en thermique à des loueurs sur qui porterait la sanction, je vous proposerai un amendement encadrant l'écart possible entre la part de véhicules achetés en propre par l'entreprise et celle louée. Le sujet qui fait le plus parler de ma proposition de loi, et cela se traduit par de nombreux amendements, concerne la location courte durée. Soyons clairs, la trajectoire ne peut pas être la même pour les loueurs de courte durée que celle qui est présente pour les autres entreprises.
Nous devons prendre en compte les spécificités du secteur, et notamment le fait que le taux de renouvellement des véhicules est de 9 mois en moyenne pour les loueurs contre 36 mois pour le reste des entreprises. Une trajectoire adaptée est donc justifiée. Je proposerai ainsi une trajectoire revue pour la location courte durée et les entreprises de l'autopartage, en commençant à 5% en 2025, c'est 4 fois moins important que l'objectif pour les entreprises, et la trajectoire amènera à 2028 à 25% des acquisitions de véhicules électriques, 2 fois moins que les entreprises avant de rattraper progressivement la trajectoire pour atteindre le même objectif que tout le monde à 90% en 2032. Cette dernière faisant l'objet et ce sera aussi proposé par voie d'amendement, d'une clause de revoyure en 2027 pour adapter la trajectoire à la réalité du marché constaté à ce moment-là. Ensuite, le bonus écologique pour les flottes d'entreprises ayant été supprimé depuis février 2024, il convient d'intégrer directement l'éco-score à ma proposition de loi. Je vous proposerai ainsi un amendement pour accorder un bonus de 20% aux véhicules électriques bénéficiant de l'éco-score. Ainsi, un véhicule à éco-score comptera pour 1,2 au lieu de 1. Composé à 70% par l'empreinte carbone sur les étapes du cycle de vie du véhicule précédant son utilisation, puis par les matériaux utilisés, leur transformation et leur assemblage, l'éco-score permettra de favoriser les constructeurs français et européens. Selon l'ONG Transport et Environnement, si la part des véhicules fabriqués en France reste stable, la demande additionnelle générée par la réforme entraînera la vente de 1,7 million de véhicules fabriqués dans les usines de notre pays et constituera un fort soutien à la filière automobile. Voilà pour l'article 1. Passons maintenant à l'article 2 qui traite des obligations de transparence. Aujourd'hui, l'obligation de reportage est très largement ignorée par les entreprises. Or, elle est à la portée de tous et est essentielle pour déterminer si les entreprises respectent la trajectoire et pour nous permettre, nous parlementaires, de vérifier le respect de la loi. L'article fixe donc l'obligation de reportage dans la loi et pour les entreprises qui y sont soumises, le taux de verdissement des flottes devra également être communiqué dans la déclaration CSRD, la communication extra-financière pour résumer. Le manquement à la transmission de ces informations sera soumis à sanction. La rédaction actuelle propose 10 000 € puis 20 000 € en cas de récidive pour non-respect de cette obligation. Que vaut 10 000 € pour une entreprise de CAC 40 ? Pour que la sanction soit proportionnelle à la situation de l'entreprise, je vous proposerai de la rendre variable au chiffre d'affaires français avec un taux de 0,1%. Ensuite, l'article 3 met en œuvre une sanction pour non-respect de la trajectoire de verdissement, prévue à l'article 1er. Cette sanction est indispensable pour s'assurer que la réglementation soit véritablement respectée. Ainsi, elle est fixée à 5 000 € maximum par véhicule manquant dans une limite maximale de 1% du chiffre d'affaires. Afin de laisser le temps aux entreprises de s'y préparer et de ne pas être dans une logique punitive, je vous proposerai de mettre en place par amendement une progressivité du montant de l'amende, 2 000 € en 2025, 4 000 € en 2026, puis 5 000 € à partir de 2027. Enfin, l'article 4 pose une possibilité d'exclusion des marchés publics pour les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations de reportage ou la trajectoire à laquelle elles sont soumises. J'insiste sur le caractère facultatif de cette mesure. Il reviendra à l'acheteur ou à l'autorité concédante de décider si elle souhaite exclure cette entreprise. Aujourd'hui, il ne me paraît pas justifiable qu'une entreprise qui ne respecte pas la loi puisse accéder à certains marchés publics. Il ferait sens que seules les entreprises vertueuses puissent y accéder, le tout restant évidemment à la main des acheteurs. Voilà donc, chers collègues, l'ensemble des articles de ma proposition de loi. Les effets attendus parlent d'eux-mêmes. Selon les modélisations de l'ONG Transport et Environnement, cette réforme a des vertus écologiques, économiques et sociales. Sur l'aspect écologique, elle permettrait à elle seule de réduire les émissions du secteur automobile en France de 57 millions de tonnes de CO2 entre 2025 et 2035, ce qui équivaut à l'arrêt total de tout le trafic aérien français pendant près de 2 ans et demi. C'est non négligeable pour parvenir à la réduction de 30% des émissions de gaz à effet de serre du secteur des mobilités d'ici 2030, portée par le Secrétariat général à la planification écologique. Sur l'aspect économique, cette réforme favorise nos constructeurs et entraînerait la production de 550 000 véhicules électriques additionnels dans nos usines françaises. Du côté des utilisateurs, la motorisation électrique est aujourd'hui la moins chère du marché, notamment pour les acteurs des entreprises, avec un TCO, un coût complet, le plus intéressant pour elles. Enfin, cette proposition de loi a pour finalité d'alimenter le marché de l'occasion en véhicules électriques. Aujourd'hui, plus de 70% des Français achètent leurs véhicules d'occasion. Cependant, en 2023, on comptait seulement 17% d'offres de véhicules électriques. Cette loi permettra d'injecter 2 millions de véhicules électriques supplémentaires d'ici 2035 sur le marché de l'occasion, c'est 20 fois plus qu'actuellement. De cette façon, les ménages pourront activement prendre part à la décarbonation de leur mobilité à un prix abordable. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous serez, chers collègues, sensibles aux objectifs de cette proposition de loi. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Nous en venons à la prise de parole des groupes politiques. Pour le groupe Renaissance, la parole est à Olga Givernet.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, je tiens à vous remercier au nom du groupe Renaissance pour cette proposition de loi. Elle s'inscrit dans le prolongement des travaux menés par la majorité depuis 2017. Avec la loi d'orientation des mobilités, puis la loi climat et résilience, nous avons posé une méthode claire pour électrifier le parc automobile français. Les voitures d'entreprise en sont un levier essentiel. Il faut savoir que plus d'un véhicule neuf sur deux est acheté par des professionnels, vous l'avez dit et je me permets de le répéter. Agir sur la demande des flottes d'entreprises, c'est donc non seulement modeler l'offre des constructeurs automobiles, mais aussi fournir des voitures de seconde main de demain. Or, force est de constater que les résultats de ces mesures ne sont pas au rendez-vous. 66% des entreprises n'ont pas respecté leurs objectifs de verdissement pour l'année 2022. La vente de voitures électriques sur le marché de l'occasion donc reste encore très marginale. Enfin, le secteur des transports ne contribue que modestement à la baisse des émissions de CO2, avec une baisse de moins 2% en 2023 à comparer à une diminution globale de moins 4,8%. Cette proposition de loi vise ainsi à rehausser la trajectoire de verdissement des flottes professionnelles. Il s'agit de l'aligner avec nos objectifs de réduction des émissions de CO2 et aussi d'anticiper la fin de la fabrication des voitures thermiques en 2035. Ensuite, cette proposition de loi introduit des mécanismes de contrôle et de sanctions pour garantir le respect des obligations de verdissement. Il est crucial que toutes les entreprises assument leurs responsabilités et s'engagent pour réduire leur empreinte carbone. Face aux défis climatiques, notre action politique doit être à la hauteur. La majorité est celle qui a fait le plus en matière d'écologie et nous ne comptons pas nous en arrêter en chemin. Nous défendons une écologie souveraine, compétitive, juste, qui promeut le partage équitable des efforts. Les grands doivent faire plus et les petits doivent faire à leur hauteur. C'est pourquoi le groupe Renaissance soutient pleinement cette proposition de loi. Et chers collègues, nous nous réjouissons du débat à venir pour enrichir ce texte et garantir son efficacité. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Rassemblement National, la parole est à Annie Cousin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, cette proposition de loi illustre une nouvelle fois ce qu'est l'écologie punitive. Alors que nos entreprises ont été déjà fragilisées par une série de crises successives, elles doivent désormais faire face à une accélération des objectifs de verdissement de leur flotte automobile, objectifs qu'elles peinent à atteindre actuellement. Mais pourquoi cela ? Plusieurs raisons sont avancées. La première, et non des moindres, le manquement d'infrastructures en France en matière de bornes électriques, alors que les Pays-Bas disposent de 47,5 bornes de recharge par tranche de 100 km, la France n'en compte que 4,1. Si l'on compare avec notre voisin allemand, nous en avons 5 fois moins pour une part de marché de voitures électriques équivalente. Dans de telles conditions, comment pouvons-nous exiger des entreprises qu'elles passent à des véhicules à très faibles émissions ? De plus, en France, une borne sur 5 est hors service. Et je ne mentionne même pas la baisse de capacité de stockage des batteries de voitures électriques en hiver qui atteignent en moyenne 25%. Cette proposition de loi poursuit deux objectifs, contraindre et sanctionner. Or, ce dont les entreprises ont besoin, c'est d'accompagnement et de visibilité. Chaque secteur ne rencontrera pas les mêmes difficultés pour atteindre ces objectifs. Je pense notamment au service du BTP. Imaginez un conducteur de travaux travaillant sur une rénovation de lignes ferroviaires, par exemple dans le Lot-et-Garonne, du côté de Mont-Saint-Prompt-Libos, avec une autonomie hivernale de seulement 150 km. Se fera progressivement en fonction des avancées des conducteurs, mais surtout grâce à la mise en place d'une infrastructure adaptée aux véhicules électriques. Faisons confiance à nos entreprises qui consentent déjà d'importants efforts dans le domaine de la transition écologique. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe La France Insoumise NUPES, la parole est à Sylvie Ferrer. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, collègues. Les flottes automobiles des grandes entreprises gérant un parc de 100 véhicules et plus sont un poste ici. C'est d'une transformation d'ensemble des mobilités dont nous avons besoin plutôt que de batteries aux terres rares issues de grands projets miniers pour des voitures électriques importées. Toutefois, même ce tout petit pas n'a pas
n'a pas apporté d'avancée concrète puisqu'aucune sanction ou incitation n'est prévue pour les entreprises ne respectant pas les obligations légales. En pratique, presque aucune d'entre elles ne réalise le reporting prévu par la loi. Ce nouveau texte est encourageant puisqu'il prévoit un durcissement et des sanctions pour renforcer l'application des dispositions prévues par la loi d'orientation des mobilités. En revanche, le niveau des sanctions prévues est relativement faible au regard des moyens financiers des groupes concernés. Elle laisse la place à l'élaboration de stratégies qui permettront aux entreprises de facilement contourner la loi. C'est avec cet enjeu en tête que nous devons aujourd'hui améliorer ce texte. Je constate, Monsieur Adam, que vous n'aurez pas le soutien de vos collègues qui ont préféré copier-coller des amendements rédigés par les lobbies comme Anténor, sans même avoir la décence morale de le signaler. Je peux le comprendre quand on préside un club chez Anténor, qu'on le déclare à la haute autorité pour la transparence et la vie publique, et qu'on reprend leurs amendements. On n'a pas forcément envie que ça se sache. Monsieur le Président. Je vous en prie. Vous avez encore Je 15 souhaiterais secondes. faire un rappel au règlement, s'il vous plaît, selon l'article 80-3. Voilà, c'est par rapport à en fin d'intervention, vu que de nombreux amendements en fait sont tirés de lobby et que voilà donc par rapport au règlement, je trouve que je souhaitais faire ce rappel. Oui, ce rappel est fait. Merci, chers collègues. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Jean-Pierre Tête. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, cette proposition de loi veut encourager l'électrification du parc automobile en diminuant les émissions de CO2 par le verdissement des flottes d'entreprises. De fait, elle leur inflige également de nouvelles obligations dans un contexte économique dégradé. Les entreprises sont soumises à une trajectoire trop ambitieuse de verdissement depuis les lois LOM et Climat et Résilience. Ce n'est pas avec un troisième texte en 5 ans que ces impératifs deviendront plus acceptables. Le renforcement des contrôles et des sanctions pourrait se concevoir s'il n'alourdissait pas les contraintes des gestionnaires de flotte, tout en créant un risque également de marché public infructueux. La faisabilité économique et industrielle de cette proposition de loi est hypothétique au regard du nombre de véhicules à très faible émission mis en vente par les constructeurs. Avec une telle mesure, nous favorisons clairement la concurrence chinoise et coréenne. Y adjoindre un sous-quota d'achat de voitures françaises sera considéré comme une contrainte supplémentaire. Pour éviter les sanctions, les entreprises reporteront leurs achats sur le marché de l'occasion déjà tendu, prioritairement destinés aux ménages. Se limiter aux véhicules électriques alors que d'autres alternatives comme le gaz ou le carburant bas carbone existent compliquera la tâche des entreprises. Les véhicules électriques ont une autonomie limitée encore et leur surcoût reste un frein important, surtout depuis la suppression du bonus écologique. Le maillage insuffisant en bande de recharge rapide reste un problème pour les livreurs, taxis et clients des sociétés de location, notamment dans les territoires ruraux. Prenons les choses dans l'ordre. Augmentons l'offre de véhicules électriques sur le marché de l'automobile et améliorons le déploiement des bornes avant de contraindre et de sanctionner les acteurs économiques. Vous l'avez compris, nous voterons contre cette proposition de loi. Merci. Pour le groupe démocrate modem et indépendant, la parole est à Bruno Millienne. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, chers collègues, nous sommes d'accord sur le constat, même si on progresse de 6 points entre 2022 et 2023, selon l'ONG Transport et Environnement, les objectifs fixés dans Climat et Résilience ne sont aujourd'hui pas atteints. Mais la question à laquelle ne répondent pas ni les études sur lesquelles s'appuie ce texte, ni votre rapport, Monsieur le rapporteur, c'est pourquoi. De ce que disent les entreprises, on constate une absence d'offres suffisante, notamment sur le marché européen, une inadéquation entre les besoins et les capacités des véhicules faible émission et bien sûr un problème de coût. Plutôt que d'essayer de lever ces freins, dont tous les acteurs économiques ont dû vous parler, vous choisissez de taper, et plutôt 3 fois qu'une, en durcissant la trajectoire, en réduisant la gamme de véhicules pris en compte dans le dispositif et en mettant en place des sanctions sévères. Alors nous avons bien vu, Monsieur le rapporteur, que vous avez la volonté d'adoucir votre texte, et je vous en remercie. Mais je crains que ce ne soit pas suffisant tant que nous n'avons pas les raisons précises de la non-atteinte des objectifs. Notre conviction, c'est que pour adopter des mesures efficaces, nous devons objectiver au maximum la situation via, par exemple, une mission d'information ou une mission flash avant de légiférer si cela s'avère nécessaire. Nous aurons en 2026 la clause de revoyure de l'objectif européen de fin de vente des véhicules thermiques en 2035
Prendre des mesures trop drastiques avant me semble largement prématuré, et ce d'autant que la définition du véhicule neutre en carbone n'est pas encore arrêtée. Notre conviction, c'est que même adouci, ce texte est à ce stade une pompe aspirante à voitures chinoises à bas coût et au bilan environnemental désastreux. Nos constructeurs ne s'y trompent pas d'ailleurs, puisque certains nous proposent de mettre des garde-fous pour contrer ce phénomène. Depuis 2017, nous prenons au MoDem, et je crois au sein de la majorité présidentielle, une écologie exigeante mais connectée aux réalités économiques. C'est ce qui nous permet d'ailleurs d'avoir des résultats inédits, tant en matière d'emploi que de baisse de nos émissions de gaz à effet de serre. Ce texte ne nous semble aucunement répondre à ce double défi. Nous voterons donc contre à ce stade. Je vous remercie. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est à Gérard Le Seul. Merci, Président. Monsieur le rapporteur, chers collègues, le secteur des transports représente 32% des émissions de gaz à effet de serre en 2022, selon le rapport du Haut Conseil pour le climat publié en septembre 2023. Et donc, pour tenir nos engagements, il est nécessaire, bien sûr, de travailler à la décarbonation du secteur des transports. Mais de ce point de vue, la voiture électrique est une solution parmi d'autres à cet enjeu de décarbonation. Cependant, le déploiement des véhicules électriques est ralenti entre autres par le prix de ce type de véhicule qui est bien plus important que pour un véhicule thermique. Il apparaît donc intéressant de renforcer la création et la disponibilité d'un parc d'occasion pour permettre à un plus grand nombre d'entre nos concitoyens de passer à l'électrique. Les quotas de verdissement des flottes d'entreprises peuvent ainsi contribuer à rendre progressivement la voiture électrique accessible à tous ceux qui n'en ont pas les moyens, ou plutôt qui n'ont pas les moyens d'acheter des véhicules électriques neufs. Mais si nous pouvons saluer le principe de cette proposition, il existe plusieurs difficultés avec ce texte. Et j'espère que dans les discussions à venir, il sera nécessaire d'interroger l'application de ces mesures pour les loueurs de courte durée et pour les plateformes de VTC et de taxi, premièrement en raison d'un renouvellement plus important, mais aussi du fait que leur flotte est la composante principale de leur activité. Elle n'est pas de la même nature qu'une flotte d'entreprise classique. Enfin, pour assurer une électrification des usages, il est nécessaire d'assurer un développement fort des bornes de recharge, une simplification de l'usage des bornes. Je vous renvoie à la proposition de notre collègue Jean-Louis Bricout sur ce sujet. De même, il faudrait mieux prendre en compte le bilan carbone global du véhicule. Aussi, il nous apparaît nécessaire de s'assurer que notre industrie nationale et européenne soit en mesure de satisfaire ce nouveau marché. Nous n'accepterons pas que cette proposition vienne se faire par l'achat massif de voitures électriques faites en Chine ou à l'autre bout du monde. Aussi, avec les députés du groupe socialiste et apparentés, nous abordons ces discussions de manière constructive en souhaitant que ce texte puisse être modifié pour tenir compte des enjeux que je viens rapidement de citer. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Horizon et apparenté, la parole est à Vincent Thibault. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Je tiens tout d'abord à remercier Monsieur le rapporteur pour son travail et son engagement sur le sujet du verdissement des flottes automobiles. En effet, cela a été dit, le transport routier représente la majorité des émissions du secteur des transports avec 53% des émissions qui sont liées aux voitures. Les flottes automobiles professionnelles ont évidemment une responsabilité dans cette situation. Les entreprises achètent chaque année plus de la moitié des voitures neuves. Elles ont donc une grande influence sur la demande de nouveaux véhicules et sur le marché de l'occasion. C'est pour ça, et dans ce contexte, que, à travers les lois notamment d'orientation de mobilité et climat et résilience, que nous avons complété, rehaussé les obligations de renouvellement des flottes professionnelles. Pourtant, force est de constater que le secteur n'est pas à la hauteur, puisqu'en 2022, seuls 6,6% des véhicules légers neufs ont été intégrés au sein de ces parcs. Seulement 6,5 étaient électriques, contre 13,8 d'achats de véhicules neufs pour les particuliers à la même période. Il paraît indispensable donc de poursuivre nos engagements, mais surtout de pouvoir comprendre aussi pourquoi aujourd'hui les objectifs ne sont pas tenus. Il est nécessaire pour pouvoir tenir nos objectifs. Pour autant, nous alertons sur l'ampleur des modifications proposées dans le calendrier contraint, et j'ai pris note aussi qu'il y a eu des aménagements qui sont proposés à travers les amendements que nous allons étudier. Et d'ailleurs, nous-mêmes, nous défendons donc des amendements afin que les nouvelles obligations d'achat incluent des véhicules, mais aussi pas qu'électriques, mais également hybrides ou des biocarburants ou du GPL. Par ailleurs, il nous paraît nécessaire de promouvoir une trajectoire réaliste et atteignable en laissant le temps aux entreprises concernées de mieux se préparer et anticiper leur conformité. Nous proposons ici que notamment d'aménager les sanctions financières et qu'elles ne s'appliquent qu'à partir de 2027. Il faut laisser aussi autant, nous estimons, aux constructeurs qui sont déjà dans une démarche de renouvellement de leurs propositions et d'offres de véhicules à très faible émission de gaz à effet de serre, pour que cette offre puisse se renforcer, elle soit cohérente aussi avec nos objectifs de souveraineté industrielle. Merci.
Merci pour le groupe écologiste NUPES. La parole est à Lisa Bellouco. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je ne rappellerai pas ici la gravité de la crise environnementale que, j'espère, chacun et chacune mesure. L'un des axes de travail pour la surmonter est d'opérer une transition de nos mobilités. L'interdiction de la vente de véhicules thermiques à l'horizon 2035 fait partie des mesures qui y contribuent. Il nous incombe donc de planifier la sortie des véhicules thermiques, faute de quoi les constructeurs et les pétroliers pourront la présenter comme une décision précipitée, inapplicable, à laquelle il faudra renoncer. La proposition de loi que nous étudions est un petit pas dans le sens de cette planification. Elle prévoit une accélération progressive de l'électrification du parc automobile pour les flottes des plus grands groupes et des plus grandes entreprises sur les 8 prochaines années. Elle prévoit aussi un renforcement du contrôle et des sanctions en cas de non-respect de ces objectifs par les entreprises. L'intérêt est double. Il devrait permettre la réduction de la pollution de l'air qui tue chaque année plus de 40 000 personnes en France. Il devrait permettre également de mettre sur le marché de l'occasion de nombreux véhicules peu polluants du point de vue de la qualité de l'air, rendus plus accessibles pour les personnes concernées par les ZFE. Je remercie le rapporteur Damien Adam de faire l'effort de présenter cette proposition de loi que nous, écologistes, abordons avec bienveillance, autant que nous regrettons l'approche réactionnaire des autres groupes de la majorité, de la droite et du Rassemblement national, qui déposent des amendements pour freiner toute transformation de nos mobilités. J'aimerais quand même rappeler qu'il ne s'agit pas d'interdire aux gens de prendre leur voiture, mais d'organiser pour les plus grandes entreprises la transformation progressive de leur parc automobile. On est encore très loin, chers collègues, de la révolution écologiste, rassurez-vous. S'il vous plaît. Néanmoins, l'essentiel reste ailleurs. Il est dans la réduction de la masse et de la puissance des véhicules, la réduction du nombre de véhicules et des distances parcourues. Le groupe écologiste sera donc très attentif à ce que des progrès puissent être faits en ce sens, en commission ou en séance, pour que cette proposition de loi comporte de réelles avancées environnementales. Je vous remercie. Merci pour le groupe Gauche démocrate et républicaine NUPES. La parole est à Édouard Bénard. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. La proposition de loi que vous soumettez à notre examen aujourd'hui vise à donner plus de consistance aux obligations de verdissement du parc contenues dans la loi LOM et de renforcer les obligations en visant non plus seulement les véhicules faible émission, mais les véhicules à très faible émission, c'est-à-dire les véhicules électriques ou à hydrogène, à l'exclusion des véhicules hybrides. Faute de contrôle et de sanctions, ces obligations sont restées jusqu'ici sans effet. En proposant de fixer une trajectoire plus contraignante à sortie de sanctions, votre texte se montre, il faut l'admettre, volontariste. Il ne permet cependant pas de lever un certain nombre de points de blocage. Le premier est que le marché des voitures électriques reste encore contraint par des difficultés d'approvisionnement, des délais d'attente parfois longs, notamment pour les véhicules français. Le second et que le modèle d'affaires traditionnel des spécialistes de la location, notamment de la LLD, n'est toujours pas adapté à l'électrique. Or, en France, une entreprise sur deux fait appel à ce type de service pour financer son parc. En outre, même si certaines entreprises proposent de subventionner l'installation de bornes de recharge chez leurs salariés, tous ne sont pas forcément en mesure de le faire, faute de parking adapté ou de parking tout court. Je voudrais connaître le sentiment de notre rapporteur sur ces points bloquants. La question essentielle pour nous reste cependant de faire en sorte que le verdissement de la flotte privilégie les véhicules fabriqués en France. Est-ce que la production française, notamment des petits véhicules électriques légers, est en ligne avec les objectifs que vous fixez ? Nous devons également veiller à privilégier les transports en commun sur l'utilisation de la voiture. Cela sera évoqué un petit peu plus tard. Ne faudrait-il pas en conséquence, parallèlement aux mesures que vous proposez, inciter les entreprises situées en milieu urbain ou périurbain à réduire leur flotte de véhicules et favoriser en compensation une plus forte contribution au réseau de transport public ? La voiture électrique n'est pas la panacée et il est urgent d'offrir des solutions alternatives à la voiture individuelle partout où cela est possible. Je voterai les amendements qui iront dans ce sens. Je vous remercie. Merci pour le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire. La parole est à Guy Bricout donc pour 2 minutes. Il prend la parole au nom de Jean-Louis Bricout. Et puis dans la foulée, une petite minute, ouais. Vous pourrez partager votre position personnelle sur le sujet. D'accord. J'ai bien résumé tout à fait ça. Avec qui il n'est pas tout à fait d'accord. Alors je reconnais que je lis ce qu'il a écrit. Je reconnais que la transition écologique n'est ni un parcours facile ni un chemin linéaire. Mais force est de constater que la voie que nous a fait emprunter la majorité ces dernières années a souvent été pavée d'inaction, voire de régression. Cette proposition de loi fait figure d'exception, c'est une bonne nouvelle.
Nous avions fixé au moment de la loi d'orientation des mobilités des objectifs de verdissement des flottes automobiles. Faute de contrôle et de sanctions, ils sont restés lettre morte. Aujourd'hui, les entreprises font moins bien que les particuliers en matière d'achat de véhicules électriques. Seuls 6,5% des véhicules neufs intégrés au sein des parcs des entreprises sont électriques, là où nos concitoyens sont à 13,5% à opter pour des véhicules à très faible émission. C'est d'autant plus dommageable que ces véhicules représentent une part importante de nouvelles immatriculations. Ils ont un impact décisif sur leur verdissement du parc des véhicules et à plus long terme sur notre capacité à faire face au dérèglement climatique. Pour inverser la tendance, il faut rendre la loi contraignante. Je rejoins sur ce point le rapporteur. C'est pas moi qui le dis. De même, je partage la volonté de mettre en place un calendrier aux échéances plus régulières et progressives, mais surtout plus ambitieuses. J'ai en revanche quelques questions sur les modalités de mise en œuvre de ces nouvelles obligations. J'ai noté que les véhicules hybrides ne pourraient plus être comptabilisés comme des véhicules verts. Le maillage territorial des bornes de recharge sera-t-il suffisant pour passer au tout électrique partout ? Des interrogations aussi quant aux 2 poids 2 mesures entre les flottes publiques et les flottes privées. Alors que les entreprises qui n'acquerront pas une part suffisante de véhicules électriques se verront sanctionnées, les collectivités et l'État, qui ne sont pas les meilleurs élèves, en seront, eux, exemptés. Le secteur public n'a-t-il pas un rôle d'exemplarité à jouer ? C'est donc la prise de parole du groupe et à titre personnel, Monsieur Bricout, pour une minute. Je vous remercie, Monsieur le Président. Oui, en ce qui me concerne, je suis lassé de la place que l'on fait au tout électrique. On a un savoir-faire en matière de moteurs thermiques que l'on va perdre. On vendait des moteurs à Mercedes. En perdant ce savoir-faire, c'est 70 000 emplois que l'on va faire disparaître. Et la qualité des moteurs s'améliorait sans cesse. Nous sommes en train de sortir nos fleurons de la production du thermique au profit du tout électrique. Je pense que certes, l'électrique a sa place, mais ne doit pas avoir l'exclusivité. Par ailleurs, le nombre élevé de flottes d'entreprises, 60% n'ayant pas respecté leur quota de verdissement en 2023, n'est sans doute pas seulement le signe d'une mauvaise volonté, comme on peut laisser penser ce texte. Et je déplore que votre texte soit un peu abrupt, notamment lorsqu'il prévoit dans son article 4 qu'un acheteur public puisse exclure de passation d'un marché public les entreprises qui n'auraient pas respecté leurs obligations de l'article 1er. J'étais ce midi avec France Industrie, je peux vous dire qu'ils sont fermement contre ce texte. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole d'une minute ? Pas d'autres ? Oui, Monsieur Milienne. Non, merci Monsieur le Président. Assez rapidement quand même pour vous citer 2 exemples sur le verdissement des flottes. Nous avons la société Veolia par exemple, qui est dans les champions français du verdissement de sa flotte. Pour une raison simple, c'est qu'ils sont au biogaz. Vous le retirez, Monsieur le rapporteur du texte, le biogaz. Si demain vous leur enlevez le biogaz, ils auront les pires difficultés à rester dans les numéros 1 parce qu'ils n'auront pas le nombre de véhicules électriques à acheter. À l'inverse, je vous prends une société comme la SNCF, qu'on ne peut pas taxer de ne pas verdir son activité puisque tous les achats se font en fonction de la financiarisation du carbone. Donc ils verdissent leurs achats. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas acheter de véhicules électriques parce que 85% de leur flotte, c'est des VUL. Pour le reste, ils ont commandé 8000 voitures françaises électriques, ils n'en ont reçu que 3000. Donc moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais aujourd'hui, nous n'avons pas l'offre pour adopter votre texte. Monsieur le rapporteur, je vais vous laisser la parole simplement parce que je reçois un certain nombre de messages de collègues. Ne vous inquiétez pas, bien entendu, on suspendra pour pouvoir aller voter sur le texte lutte contre les dérives sectaires et accompagnement des victimes. Monsieur le rapporteur. Oui, quelques éléments de réponse. Je ne vais pas répondre sur toutes les interpellations parce qu'on y reviendra sur les amendements, donc je vais rester sur des sujets qui ne seront peut-être pas forcément abordés à travers ceux-ci. Madame Cousin, vous citiez le fait que les entreprises ont besoin de visibilité. C'est exactement ce à quoi sert cette proposition de loi, pour donner une trajectoire chaque année, pour donner ainsi une dynamique à l'ensemble des acteurs et qu'ils sachent exactement à quoi s'en tenir. Vous citiez également le sujet du BTP. Il est évident, et c'est pris en compte dans la proposition de loi, qu'un véhicule utilitaire léger utilisé par un acteur du BTP, c'est-à-dire un acteur qui fait potentiellement beaucoup de kilomètres, qui transporte des charges lourdes, c'est pas adapté d'avoir un véhicule électrique aujourd'hui, parce que l'autonomie, c'est autour de 400 km pour un véhicule utilitaire léger neuf. Et donc c'est pour ça que dans la proposition de loi, c'est pris en compte. Monsieur Jean-Pierre Tête, vous évoquiez la très faible offre de véhicules français. Permettez-moi de
valoriser le fait que les constructeurs automobiles français, que ce soit Stellantis ou Renault, ont développé une gamme assez complète de véhicules électriques et que si on regarde les usines de production françaises, elles produisent quasiment essentiellement maintenant des véhicules électriques. Et donc, vous dites que vous avez peur que ça valorise les véhicules qui pourraient être importés de l'étranger. C'est exactement l'inverse qui va se passer. Si on ne vote pas des objectifs de verdissement plus importants, les entreprises vont importer d'autres territoires beaucoup de véhicules, notamment thermiques, et y compris hybrides. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant, et dans mes discussions générales, j'ai pu aborder le fait que ça donnait des capacités justement aux usines françaises de pouvoir être remplies, et qu'il y avait ainsi 550 000 véhicules supplémentaires produits en France qui seraient à destination de la clientèle, qu'on n'aurait pas si on n'a pas cette proposition de loi. Monsieur Milienne, sur ce que vous avez pu évoquer sur les raisons qui expliquent qu'on n'est pas aujourd'hui sur un respect de la réglementation sur les objectifs actuels. Vous avez raison que sur l'offre, elle n'est pas parfaite, il y a encore des choses à améliorer, mais elle s'est quand même grandement densifiée depuis 2-3 ans, et les prochaines années vont encore montrer une accélération là-dessus. Vous mettez en avant le sujet des coûts. Je voudrais quand même aborder là-dessus, prendre quelques minutes pour vous exprimer que tous les acteurs reconnaissent quand même que le TCO, donc le coût complet d'un véhicule électrique, c'est-à-dire le coût d'acquisition, qui effectivement est plus important qu'un véhicule thermique, plus les consommations de carburant en l'espèce d'électricité, plus l'entretien du véhicule sur 2 à 3 ans, fait qu'à la fin, le coût complet d'un véhicule électrique est plus intéressant financièrement qu'un véhicule thermique. Là où effectivement on a un sujet, et qui est un sujet qui est compliqué pour les gestionnaires de flotte, c'est que, et moi c'est un peu comme ça que j'exprime le sujet, si on n'a pas respecté l'objectif à ce stade, c'est aussi parce que les gestionnaires de flotte, c'est compliqué pour eux de vendre les véhicules électriques aux salariés de l'entreprise. Donc ça, c'est un sujet sur lequel il faut que nous travaillons. Il y a un autre sujet, vous l'avez cité, c'est aussi les infrastructures de recharge. Donc là, ce n'est pas dans la proposition de loi, parce que ce n'est pas un sujet qui est tellement législatif, qui est plus réglementaire, et sur lesquels, effectivement, il faut qu'on continue de renforcer l'offre de bornes de recharge, notamment rapides, notamment sur les routes départementales et les routes nationales, ainsi qu'en milieu urbain. Et là-dessus, il y a des choses qui sont faites, ce qui me permet de rebondir aussi sur ce que disait monsieur Le Seul sur les infrastructures de recharge, et vous citiez la proposition de loi de monsieur Jean-Louis Bricout, que j'ai co-signé également. Et juste vous dire que là-dessus, il y a une réglementation européenne qui s'appelle l'AFIR, qui va obliger toutes les nouvelles installations de bornes de recharge à partir du 13 avril, donc vous voyez, c'est dans quelques jours, d'avoir un terminal de paiement par carte bleue. Donc ça, toutes les bornes qui seront installées à partir du 13 avril auront les terminaux de paiement pour payer par carte bleue, et plus uniquement être avec des QR codes ou des cartes d'opérateurs, et ainsi que l'affichage du prix en transparence sur chaque borne. Donc ça, c'est des éléments qui sont pris en charge. Je reviens à M. Milienne sur ce que vous disiez sur la clause de revoyure 2026 au niveau européen. En aucun cas, c'est une remise en cause de la trajectoire à 2035. La clause de revoyure à 2026, elle est uniquement sur l'intégration de technologies supplémentaires qui respecteraient ce seuil des 20 grammes de CO2 par kilomètre. Et donc, si d'autres technologies que vous avez citées les uns les autres, les biocarburants, les GPL, l'hybride rechargeable et autres, respectent cette réglementation, ils seront automatiquement intégrés dans le périmètre de la loi, puisque moi, je ne fais pas de choix technologique. Je mets en place le seuil qui a été défini par l'Union européenne et également défini par le Secrétariat général à la planification écologique. La trajectoire que je propose, c'est celle du SGPE. Et le SGPE, il indique bien qu'il faut que nous allions vers les véhicules très faibles émissions et plus uniquement des véhicules faibles émissions. Sur la location de courte durée, on aura l'occasion d'y revenir. Alors, j'étais un peu surpris, monsieur Bénard, parce que vous faites le défenseur de la location de longue durée, qui est quand même un marché qui est principalement préempté par les acteurs bancaires. Et donc, vous défendez les banques en disant que c'est compliqué pour eux, même s'il y a des sujets légitimes dans la location longue durée, notamment le fait qu'ils disent qu'ils pourraient se retrouver avec la rédaction actuelle sur des entreprises qui se déchargent des véhicules thermiques sur la location longue durée. Donc ça, j'aurai des amendements là-dessus. Vous abordiez la question des parkings. Pour le coup, moi, ça fait depuis 2007, je suis très engagé sur la LOM et sur d'autres lois pour renforcer la capacité d'installer sur les parkings et sur les copropriétés des bornes de recharge. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Dès l'année prochaine, par exemple, tous les parkings qui seront nouvellement installés devront être équipés avec un pourcentage de bornes en fonction du nombre de places. Donc c'est ce qui va se passer dans les aéroports, dans un certain nombre de lieux publics. Certains ont déjà anticipé et ont équipé leur parking, et il faut qu'on aille évidemment beaucoup plus loin, mais comme je le disais, le sujet des infrastructures de recharge, il est réel, il est puissant, et il est effectivement le principal facteur limitant la progression de la part de marché des véhicules électriques dans notre pays.
Mais c'est un sujet qui est plutôt réglementaire, donc c'est plutôt là-dessus. Moi, j'attends aussi d'avoir des réponses de la part de l'exécutif quand nous serons en séance sur ce projet de loi. Et sur la production française, rappelez juste que les constructeurs automobiles français, à travers la PFA que j'ai auditionnée dans le cadre de cette proposition de loi, sont favorables à cette proposition de loi parce qu'ils ont bien compris l'intérêt que ça présentait pour les constructeurs automobiles français de pouvoir avoir des clients et notamment de valoriser l'offre française par rapport aux offres étrangères. Sur Monsieur Bricou, donc par rapport aux questions de Jean-Louis Bricou, j'ai répondu sur le maillage des bornes. Sur les hybrides, on aura l'occasion d'avoir le débat, donc j'y reviens pas. Et sur les flottes publiques, effectivement, à ce stade, la loi n'intègre pas les flottes publiques dans le périmètre. J'aurai un amendement à ce sujet pour intégrer les flottes d'État, pas les flottes des collectivités territoriales, parce que je considère que ce n'est pas exactement le même sujet et il faut que ce soit concerté évidemment avec les associations locales, donc c'est pas trop tôt. Mais après, vous parlez des sanctions, et le problème c'est que si l'État paye des sanctions, il les paye à qui? À lui-même. Du coup, il y a une espèce de cercle qui ne se fait pas, et pour le coup, l'État, même si les objectifs n'étaient pas très ambitieux à ce stade, il respecte, je pense, plutôt ses obligations. Voilà. Après, je pense que j'ai répondu sur les principales thématiques dans ces propos introductifs. Merci, monsieur le rapporteur. Je vous propose de commencer l'examen des amendements avec l'article additionnel avant l'article 1, le CD12 présenté par madame Olga Givernet. Merci, Monsieur le Président. Donc, avec l'électrification du parc automobile, la réduction du poids du parc automobile est aussi un levier fort de sobriété et de préservation de nos ressources. C'est pour ça que je propose, avec cet amendement, de mettre des objectifs et pour l'État et les collectivités territoriales et plus tard aussi pour les flottes d'entreprises pour permettre de stopper l'inflation de la masse du parc automobile. Donc, dans le cadre du renouvellement d'une flotte de plus de 20 véhicules, l'État et les collectivités territoriales acquièrent des véhicules plus légers dans des proportions minimales croissantes dans le temps définies par décret. Le ministre de l'économie et des finances a déjà annoncé que les services de l'État auront cette obligation d'acheter des voitures électriques vertueuses et qu'ils ne pourront plus acheter des voitures thermiques dont la masse est supérieure à 1400 kg. L'objectif est donc bien d'allier l'électrification à la sobriété. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, sur cet amendement, je trouve que le sujet est légitime. Je ne suis pas sûr qu'il ait sa place d'ores et déjà en commission pour être étudié, mais je pense que c'est un débat qu'il faudrait que nous ayons avec le gouvernement lors de la séance et que le gouvernement nous donne plus d'éléments sur la stratégie qu'il entend mettre en œuvre, effectivement, sur le poids des véhicules acquis dans le cadre des flottes publiques. Donc je proposerai un retrait pour que le débat puisse se faire dans l'hémicycle. Mais je retire et proposerai en hémicycle ce débat. Merci. Très bien. Je vous propose de présenter l'amendement CD 172, monsieur le rapporteur. Oui, merci Monsieur le Président. Donc, on parlait à l'instant de la flotte de l'État. Donc on commence ce débat sur le verdissement des flottes d'entreprises en commençant par l'État. Quelque part, les choses sont bien ordonnées. Et donc l'idée, c'est de mettre à jour la trajectoire de l'État, parce qu'aujourd'hui, l'État, il est prévu que pour les véhicules à très faible émission, on ait un objectif à 37,4% jusqu'à 2030, il me semble. Donc l'idée, c'est de partir de ce seuil-là et après de faire en sorte que l'État soit soumis aux mêmes obligations à partir de 2027, c'est-à-dire 40%, puis 50%, etc., pour avoir la même trajectoire que les entreprises privées, parce qu'évidemment, l'État ne veut pas être moins disant que ce qu'on demande aux entreprises privées. Monsieur le député Millienne. Oui, merci Monsieur le Président. Une réflexion, Monsieur le rapporteur, sur votre amendement CD 172. Encore une fois, je le répète encore une fois, parce qu'il n'y a aucune donnée, ni dans votre rapport, ni dans le rapport de transport et environnement. On ne sait pas pourquoi les entreprises ne réussissent pas à atteindre leurs objectifs en l'absence d'études claires sur le sujet. Et c'est pour ça que je relance le président de la commission. Ce serait bien qu'on fasse une mission d'information là-dessus. Voilà, maintenant qu'on ajoute l'État et ses établissements au dispositif. Mais si le problème se situe au niveau de l'offre, on fait comment? Ça veut dire que l'on va encore plus contracter l'offre et donc pousser encore plus nos entreprises à aller acheter des véhicules étrangers, partant du principe que l'État se tournera vers les Français. Je trouve cet amendement particulièrement dangereux. Madame Tchekna, Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, c'est surtout pour un petit point d'éclaircissement.
Et comme vous le savez, à chaque fois qu'on parle du verdissement de la flotte, on évoque la question de l'État. Et vous savez aussi que l'État a des comment dire, il y a des services de l'État qui ne peuvent pas forcément aller sur de l'électrique aujourd'hui. C'est l'exemple des sapeurs-pompiers, des véhicules des sapeurs-pompiers que nous avons enlevés via un amendement en avril dernier. Donc, je voulais savoir si l'amendement du rapporteur prenait en compte cet aspect et éventuellement celle de Mme Givernet aussi. Ce serait bien de pouvoir tenir compte de ce qu'on a déjà voté. Merci. Monsieur le rapporteur. Oui, alors pour répondre à M. Millienne, j'ai esquissé quelques éléments de réponse sur pourquoi on n'a pas respecté la trajectoire. Ce que me disent les entreprises, et ça ne date pas des auditions, mais depuis plusieurs mois que je travaille sur ma proposition de loi, le sujet numéro 1 pour lequel c'est compliqué de verdir les flottes des entreprises, c'est le sujet social interne à l'entreprise, c'est-à-dire que ça n'a pas toujours été une priorité interne de transformer les véhicules thermiques par des véhicules électriques, notamment parce qu'il n'y avait pas de sanctions, donc quelque part ils n'avaient pas d'incitation à le faire fortement, même si ça n'a pas empêché beaucoup d'entreprises de le faire. Il y a des entreprises qui sont investies dessus depuis des années. Donc ça c'est le premier point. Il y a un sujet sur les infrastructures de recharge, donc effectivement il faut qu'on accélère sur les infrastructures de recharge. On a déjà 4 à 5 000 nouvelles bornes de recharge qui sont installées chaque mois dans notre pays, donc on n'est pas du tout un pays qui est très en retard sur le sujet. Il y a un autre élément, c'est les avantages en nature, c'est les contraintes qui sont soumises des salariés en cas d'installation de bornes de recharge au domicile du salarié. Et après, sur l'offre de véhicules, il y avait certainement effectivement par le passé des choses qui n'allaient pas. Je considère qu'à partir de 2024, on a une offre de véhicules qui est beaucoup plus large. On a les nouveaux 3008, on a les nouveaux Renault Scénic, on a le segment B qui arrive avec la Citroën IC3, la Renault 5. Et donc on commence, et même sur le véhicule utilitaire léger, on commence à avoir des nouvelles offres qui arrivent avec le nouveau Master et le nouveau Trafic. Donc l'offre, elle est de plus en plus importante. Et c'est pour ça que les objectifs, on n'est pas à 100% dès aujourd'hui. On est sur une augmentation progressive en ayant à l'esprit qu'aujourd'hui, les entreprises sont déjà en dessous des objectifs qui leur sont fixés et surtout de ce qu'est le marché. Les particuliers achètent beaucoup plus en proportion de véhicules électriques que les entreprises. Pour répondre à Mme Tiekna, évidemment, les véhicules atypiques de l'État, secours et autres, sont évidemment exclus du périmètre parce qu'on considère que ce n'est pas le même sujet. Donc ça, soyez rassurés sur le fait qu'il n'y a pas de problématique particulière. Et encore une fois, la trajectoire qui est proposée ici sur les flottes d'État, en fait, on prend les mêmes objectifs en 2026, qui est déjà dans la loi. Hein, donc là-dessus, c'est pas un ajout, c'est juste la mise en place de la même règle. Et après, on met juste la même trajectoire à partir de 2027 pour intégrer le fait que l'État ne doit pas avoir des règles moins disantes que les entreprises. Personne ne comprendrait qu'on soit moins exigeant à l'égard de l'État que ce qu'on l'est avec les entreprises. Monsieur Millienne. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, si je peux mettre deux points à votre réflexion. Comment expliquez-vous alors que sur les commandes passées l'année dernière pour 2024, SNCF sur 8000 véhicules électriques n'en récupère que 3000 si l'offre effectivement augmente? J'ai un souci là-dessus. Il apparaît, moi aussi j'ai fait mes auditions, il apparaît que nous n'avons pas en Europe, je ne vous parle même pas de la France, nous n'avons pas en Europe le nombre suffisant de véhicules produits pour atteindre les objectifs fixés dans la loi climat et résilience. Et vous la durcissez. Donc moi je veux bien que vous la durcissiez, mais ça ne va pas faire disparaître le problème d'un seul coup. Et les entreprises qui vont se retrouver à devoir payer des amendes, vous croyez qu'elles vont faire quoi? Elles feront d'autant moins d'investissements pour le verdissement de leur flotte. Et les statistiques seront encore plus mauvaises, et puis elles se dirigeront vers des véhicules chinois. Votre texte est une pompe aspirante aux véhicules chinois en l'état actuel. Aujourd'hui, je suis pour ce texte. Il arrive beaucoup trop tôt pour les entreprises. C'est tout ce que je dis. Faisons une vraie évaluation, ayons des vrais chiffres. Vous n'en avez pas dans votre rapport. Transport Environnement n'en a pas dans son rapport. Moi, j'ai des chiffres qui ne confirment pas les vôtres. Donc, nous ne pouvons pas nous mettre d'accord. Faisons un vrai travail parlementaire parce que c'est notre boulot. C'est pas au boulot de Transport Environnement de contrôler comment la loi a été votée et ce que le gouvernement en fait. C'est à nous, députés, de le faire. Donc, se baser sur un rapport de Transport Environnement qui est aussi, un représentant d'intérêt me paraît pas être la bonne solution pour essayer de résoudre ce problème. Donc un petit peu de pragmatisme. Merci. Monsieur Bricou, monsieur le rapporteur. Oui. Moi j'ai une petite inquiétude par rapport justement au développement de l'offre, parce que le but c'est quand même d'accélérer cette transition vers les modèles électriques. Dans ma circonscription, j'ai une entreprise qui fait du benchmark pour l'automobile, et j'ai vu un véhicule thermique démonté et un véhicule électrique démonté. Je peux vous dire, toutes les pièces de fonderie, etc., tout ce que ça modifie
Est-ce que notre système productif, nos équipementiers automobiles qui sont sur tous nos territoires sont prêts, s'il y a une accélération de ce niveau-là, à se transformer et à continuer à produire, parce qu'on en a besoin sur nos territoires? Qu'est-ce qu'il y a de fait pour les accompagner justement dans cette transition aussi, ces équipementiers automobiles? Monsieur le rapporteur. Alors là-dessus, je pense que c'est important quand même d'avoir à l'esprit, moi, ma proposition de loi vient pas de nulle part, elle est soutenue par les constructeurs automobiles français. La PFA, la plateforme automobile française, elle soutient cette proposition de loi et elle ne dit pas, comme dit M. Millienne, qu'on n'a pas le nombre de véhicules produits en France qui permet de répondre. Monsieur Millienne. Mais monsieur le rapporteur, Monsieur a la parole. Farandou dit ce qu'il veut. Je dis pas que c'est simple. Je dis juste qu'on a aujourd'hui les capacités de production qui sont en nombre suffisant. Mais c'est vrai que là où vous abordez un point qui sera traité aussi par amendement, c'est qu'aujourd'hui, on regardait les commandes et c'est mieux de regarder les immatriculations, donc le moment où le véhicule arrive dans la flotte de l'entreprise plutôt que le moment où il est commandé. Mais bon, ça c'est un autre débat, mais c'est quand même important. Aujourd'hui, les constructeurs automobiles français disent qu'on a l'offre de nos usines. Au contraire, elles sont en attente. Je veux dire, aujourd'hui, si vous consultez Renault et sur la vente, par exemple, de la Renault Mégane, ils vous disent qu'ils sont en capacité de pouvoir monter beaucoup plus que ce qu'ils produisent aujourd'hui. Donc, ils ont largement de quoi fournir le marché. Ensuite, sur ce que vous abordiez sur un peu les sous-traitants et toute la filière, on est maintenant au deuxième contrat de filière du secteur automobile depuis 2017 pour justement accompagner le secteur automobile dans la transition. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait autorisé les véhicules hybrides rechargeables pendant une période en France pour que ces sous-traitants et ces acteurs puissent faire la transition. Aujourd'hui, je ne dis pas que les choses sont simples, c'est sûr qu'on est dans une révolution technologique qui vient changer le marché et les entreprises doivent s'adapter, mais globalement, on ne s'attend pas à ce que si on prend l'intégralité de la chaîne de valeur en intégrant les productions de batteries, on estime qu'on sera sur une stabilisation du nombre d'emplois de la filière automobile en France, à condition évidemment que le marché se comporte correctement. C'est aussi l'intérêt de cette proposition de loi, c'est de donner des capacités à notre industrie française de pouvoir avoir du travail et de pouvoir avoir des véhicules à proposer. Merci, monsieur le rapporteur. Je vais donc mettre aux voix. Mais, monsieur Thiebaud, si on veut, tous les collègues souhaitent aller voter. Donc, je me suis engagé à ce qu'on suspende. Il reste 5 minutes. On met aux voix. Et donc, on suspend après. Puis, vous pourrez prendre la parole avec grand plaisir. Je mets aux voix cet amendement CD 172. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Chers collègues, on suspend pour aller voter. Nous reprenons nos travaux à 19h35 avec une prise de parole de monsieur Thiebaud.
Chers collègues, je vous propose de reprendre nos travaux. Et avant de laisser la parole à Madame Ferrer, je laisse la parole à Monsieur Thibault qui voulait prendre la parole. Oui, très rapidement, et je vous remercie, Monsieur le Président. Juste donner une explication de vote rapide sur le vote précédent et une interrogation. Parce que l'amendement qui nous a été proposé, c'est une obligation qui est donnée à l'État. J'entends le sujet de vouloir aligner le public avec le privé, c'est tout à fait le sujet. Moi, ce qui nous a retenu en tout cas sur le sujet, c'est l'impact sur le budget de l'État aussi. Véhicule électrique aujourd'hui est quand même un véhicule qui coûte plus cher en moyenne de 20 à 25% qu'un véhicule classique ou des véhicules hybrides. On voit déjà les gendarmes aujourd'hui sont équipés de 3008, pardon, excusez-moi, je n'ai pas le droit de dire les marques, mais de modèles hybrides. Et je pense qu'on est là, on est à la limite de l'article 40. C'est pour ça que nous, on a été un peu en réticence, surtout qu'on connaît les problématiques aujourd'hui de contraintes budgétaires. Donc voilà, c'est dans cela que je voulais m'exprimer, même si je peux tout à fait comprendre le fait de vouloir aligner, ce qui paraît logique, les obligations qu'on donne à l'État par rapport aux entreprises. Très bien, merci, chers collègues. Je vous propose de passer au CD 57 présenté par Madame Ferrer. Merci, Monsieur le Président. Donc cet amendement vise à inciter la puissance publique au sens large à agir de manière exemplaire en usant de la commande publique pour une conversion de ces flottes de véhicules vers des modèles à très faible émission, ce dont la source d'énergie est l'électricité, l'hydrogène ou les deux. Et pour cela, à abandonner au plus vite la catégorie de véhicules à faible émission. En effet, l'ONG Transport et Environnement nous alerte sur des faits qui sont que l'État, les collectivités territoriales et les entreprises publiques n'atteignent pas encore leurs objectifs de conversion des flottes de véhicules. Nous venons d'apprendre d'ailleurs ce matin que les 12 derniers mois ont été les plus chauds jamais enregistrés dans le monde, selon l'Observatoire Copernicus. Le changement climatique produit ses effets et chaque tonne de CO2 compte. Ainsi, par cet amendement, chers collègues, vous pouvez envoyer un message fort à nos concitoyens en matière de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Et je vous invite donc à voter cet amendement. Monsieur le rapporteur, votre avis? Oui, donc on est sur une thématique similaire à l'amendement précédent que je portais, mais pas avec la même trajectoire, puisque vous substituez faible émission par très faible émission, ce qui veut dire que vous appliquez la même trajectoire que donc les 70% en 2030 pour les flottes de l'État, ce qui est un peu plus important que ce que je proposais. Et donc voilà, j'aurais un avis de sagesse sur cet amendement, parce que je ne peux pas être défavorable puisque je proposais un amendement assez similaire. Mais après, ça me permet de répondre aussi à M. Thibault pour rappeler encore une fois que sur les TCO, certes le véhicule est plus cher à l'achat, qu'on soit une entreprise ou qu'on soit l'État, mais que si on regarde sur 3 ans avec le kilométrage, en fait, le prix s'équilibre. Oui, Monsieur Millienne, je vous en prie. Oui, rapidement, je voulais aborder un problème qu'on n'a pas abordé jusqu'à maintenant, c'est la réparabilité des véhicules électriques, puisqu'on a supprimé toutes les autres énergies. Il faut savoir que de toutes les marques de véhicules électriques qui existent dans le monde, il n'y en a qu'une seule dont la batterie est interchangeable. Il n'y a qu'une seule marque, c'est Renault. Et tant mieux pour nous, parce qu'ils avaient conçu au départ leur véhicule électrique comme pouvant avoir des batteries interchangeables. C'est-à-dire que quand votre batterie était vide, vous la remplaciez par une batterie neuve. Pour toutes les autres marques de véhicules, monsieur le rapporteur, si jamais vous avez déclenchement des airbags, ça veut dire châssis atteint, eh bien la voiture, vous la mettez à la poubelle. Et ça, je ne pense pas que ce soit compté dans les TCO. Je vais donc mettre aux voix cet amendement. Oui, Madame Cousin, et je mets aux voix. Oui, merci Monsieur le Président. Outre le fait qu'il est quand même jouissif de voir que même dans les rangs de la Macronie, vous chamaillez, et je voudrais pas quand même faire le clown blanc, mais vous rappelez que pour les véhicules électriques, eh bien, on n'est pas certain que ce soit véritablement des véhicules propres. Si on prend depuis la conception jusqu'au recyclage, eh bien, Monsieur Millienne vient de le dire, il y a quand même un souci de verdissement de cette flotte. Voilà. Je vous en prie, monsieur le rapporteur. Oui, parce que là-dessus, Madame Cousin, je ne peux pas vous laisser dire tout et n'importe quoi et ne pas non plus déformer les propos de Monsieur Millienne, parce que je pense que ce serait pas très honnête. Toutes les études montrent qu'un véhicule électrique, si on prend l'ensemble du cycle complet de vie du véhicule, il émet en France 70 à 80% d'émissions de gaz à effet de serre en moins. 70 à 80% par rapport aux véhicules thermiques. Effectivement, il y a
semble-t-il, un petit sujet sur certains véhicules en cas de réparabilité, en cas de problème d'accident ou autre. Je ne serais pas comme vous, Monsieur Mylène, à penser qu'il n'y a que Renault qui fait ça. À mon avis, il y en a d'autres des batteries, mais bon, peu importe, effectivement, c'est pas toutes les batteries qui sont comme ça, et notamment, effectivement, le constructeur américain bien connu Tesla, qui a des batteries structurelles. Donc là, effectivement, c'est des batteries qui sont pas réparables, qui sont uniquement remplaçables, mais il y a d'autres technologies, et je pense que les technologies de BYD, les batteries Blade, et celles qui seront faites aussi dans les usines dans le nord de la France seront beaucoup plus réparables, à l'image de ce qui existe déjà pour les constructeurs français. Mais en tout cas, vraiment, Madame Cousin, lisez les études sur le sujet. On a des études très fiables, françaises, qui montrent bien que l'impact environnemental du véhicule électrique, il est extrêmement pertinent. Donc, je veux bien que vous ayez des idées qui sont en totale opposition avec la majorité. Mais il y a un moment donné, la donnée scientifique, si vous voulez, elle s'impose à tout le monde. Et elle s'oppose y compris à vous. Et il y a un moment donné, je veux bien qu'on soit climato-sceptique, mais vous êtes élu de la nation, et donc c'est important quand même de se renseigner, de lire les études scientifiques, et de pouvoir ainsi mettre en avant des données fiables. Je vais donc mettre aux voix cet amendement qui est pour. Oui, pensez à lever la main. 2, 3. Qui est contre? Il est rejeté. Nous continuons avec le CD6 présenté. Je vous en prie, Monsieur Maquet. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit d'un amendement proposé par notre collègue Nicolas Ray qui vise à faire rentrer dans les véhicules rétrofit dans la définition des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions. L'exposé sommaire vous rappelle que c'est un amendement qui avait été proposé par nos collègues sénateurs écologistes et qui avait reçu un avis favorable du rapporteur du texte sur l'économie verte, mais que le texte final adopté en commission mixte paritaire avait supprimé cette disposition qui nous semble vraiment très intéressante. C'est pourquoi cet amendement vise à respecter la volonté des législateurs et ainsi à réintroduire la rédaction adoptée à l'époque, il y a un an, concernant les véhicules rétrofit. Pour réussir le défi de la transition des flottes automobiles, il est donc indispensable d'acter à un niveau législatif l'inclusion des véhicules rétrofit dans la liste des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions. Monsieur le rapporteur, votre avis? Je ne sais pas quel le choix qui a été fait par la CMP, mais je peux vous confirmer que l'article 224-15-12 du Code de l'environnement prévoit déjà que les véhicules qui font l'objet d'un rétrofit sont considérés comme des véhicules à très faible émission. Et donc votre amendement est satisfait, donc j'aurai une demande de retrait. Oui, on va le laisser tout de même. Je mets donc aux voix cet amendement CD6 qui est pour. Qui est contre? Il est adopté. Nous continuons avec l'article 1er, amendement de suppression, le CD 52 présenté par Monsieur Grenon. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. L'ambition portée par cette loi visant le verdissement quasi total de la flotte automobile d'ici 2032 semble irréalisable. Les entreprises du secteur, concessionnaires ou taxis, ont fait part durant les auditions de leurs craintes vis-à-vis des sanctions financières. Au nom d'une écologie punitive et d'une position plus idéologique que pragmatique, ces dernières vont se voir être mises en difficulté financière. Par ailleurs, l'impact positif des voitures électriques sur les émissions de gaz à effet de serre reste à relativiser et ce n'est pas une solution implacable. En effet, dans un avis publié en 2022, l'ADEME considère que l'impact positif sur l'environnement n'est pas garanti lorsque la capacité de la batterie est supérieure à 60 kWh. Cela s'explique pour plusieurs raisons, notamment l'importation des batteries électriques ou des matériaux rares ou l'énergie des centrales à charbon utilisées. Des dispositions aussi drastiques qu'au lendemain de la fermeture de Fessenheim apparaissent comme incohérentes. En effet, alors que nous réduisons notre capacité de production par la fermeture de cette centrale, nous tendons vers un parc automobile électrique toujours plus énergivore. Enfin, ces mesures vont également pénaliser des consommateurs français. Ces derniers vont devoir contraints à acheter des véhicules électriques en moyenne plus chers et l'ouvrier se voit encore pénalisé. Merci.
Ces amendements identiques, le CD 73 présenté par Monsieur Tête. Ce sera Emmanuel Maquet, Monsieur le Président. C'est donc effectivement un article de suppression. Vous rappelez que l'article 1er de la proposition de loi prévoit de durcir une nouvelle fois les obligations de renouvellement des véhicules à très faible émission applicables d'ici 2032 aux véhicules des entreprises, des loueurs, des exploitants de taxis, des VTC qui gèrent un parc de plus de 100 véhicules. Ce sera donc la troisième fois en 5 ans après la loi LOM, la loi climat et résilience, que ces objectifs seraient modifiés pour les entreprises, passant à 70% du renouvellement en 2030 à 95% en 2032, avec un objectif réévalué à 20% dès 2024 qui semble déjà irréaliste. Le renouvellement de la flotte de véhicules dépend aussi de la disponibilité en infrastructure, ça a été rappelé par nos collègues, de recharge électrique encore insuffisamment présente sur le territoire et qui constitue un frein important pour les professionnels ainsi que pour les clients des entreprises de location. Les objectifs fixés par le présent article sont, malgré les modifications proposées, je crois, du rapporteur, trop ambitieux, y compris pour les taxis, les VTC, les loueurs, d'autant que la logique d'incitation et d'accompagnement jusqu'ici privilégiée va laisser place à une logique de sanction et de fin de soutien public, notamment avec la suppression du bonus écologique pour les personnes morales avec le décret du 13 février 2024. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons de supprimer cet article 1er. Merci. Le CD 98 présenté par Monsieur Villedieu. Il est défendu. Le 108 présenté par Madame Cousin. Merci, Monsieur le Président. Cet article établit une trajectoire de renouvellement du parc automobile privé visant à atteindre 95% de véhicules à très faible émission d'ici 2032. Ces objectifs soulèvent de grandes interrogations et représentent un défi irréaliste pour les entreprises. Celles-ci sont fragilisées déjà depuis plusieurs années par des crises successives et ne seront pas en mesure d'opérer cette transition. Elles risqueraient même de mettre fin à leur activité précocement. Pour le bien de nos entreprises, il faut supprimer cet article. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Oui, sans surprise, et parce qu'on a déjà pas mal eu le débat dans la discussion générale, j'aurais un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements de suppression. Je pense que le débat, il est légitime et il est important que nous l'ayons et nous l'aurons à travers les amendements qui suivront. Mais simplement rejeter la trajectoire actuelle en rejetant l'article 1 me paraît un peu exagéré. Et Monsieur Maquet, sur ce que vous disiez sur le fait que c'est la troisième fois qu'on revient sur la trajectoire, c'est vrai, mais en même temps, vous pourrez reconnaître comme moi que le monde a changé depuis 2017 et 2018, au moment où on votait la LOM, et le marché de l'électrique n'était plus ce qu'il était aujourd'hui. Nous avions voté dans la loi une interdiction des véhicules thermiques à 2040, qui a été avancée par l'Union européenne à 2035, et que maintenant, les constructeurs européens intègrent cette logique de 2035 et ont fait des investissements colossaux pour faire en sorte de mettre à jour leur outil de production et faire en sorte que nous puissions maintenant atteindre cet objectif. Donc un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements. Chers collègues, je vais donc mettre... Oui, il y avait Monsieur Millienne, pardon. Monsieur Millienne. Oui, merci Monsieur le Président. Je suis désolé de le dire, mais les objectifs que vous fixez, Monsieur le rapporteur, sont irréalistes, totalement irréalistes. Quant aux chiffres de véhicules vendus d'ici à... je ne sais plus quelle année, il est 1,7 million. Moi, je voudrais qu'on m'explique comment la PFA peut vendre 150% de sa production. J'aimerais comprendre. Et pour conclure sur le reste, je vais vous lire textuellement le mail transmis par l'entreprise Renault. En l'état, j'ouvre les guillemets, en l'état, nous craignons que des objectifs très sévères d'achat de véhicules à faible émission encourageant les flottes à acheter les véhicules électriques les moins chers se produisent hors UE avec des qualités environnementales moindres. Donc vous voyez, même les constructeurs français ne sont pas favorables à votre texte. Donc je voterai pour cet amendement. Pardon. Je vais donc mettre aux voix ces amendements identiques. Qui est pour ? Qui est contre ? Nous sommes à égalité, donc ces amendements sont rejetés. Nous continuons avec le CD1 de... Non, promis. Je sais que vous êtes républicain, Monsieur Millienne. J'aurai pas droit à un montage vidéo. Je vous fais confiance. Le CD1 présenté par Madame Pétex.
Merci, Monsieur le Président. Cet amendement vise à encourager les entreprises à adopter des pratiques plus respectueuses de l'environnement en favorisant l'utilisation de véhicules à très faible émission pour garantir l'accélération du verdissement. Monsieur le rapporteur. Oui, Madame Petex, votre amendement il est déjà satisfait par la rédaction actuelle de la proposition de loi. Aussi, je vous demanderai un retrait de votre amendement. Je le maintiens, merci. Je mets donc aux voix cet amendement CD1 qui est pour. Qui est contre? Il est rejeté. Amendements pouvant être soumis à une discussion commune. Amendement identique, le CD 45 de Madame Brulbois. Il n'est pas présenté. Le CD 118, Monsieur Millienne. Je suis en train de discuter avec mes... Merci, Monsieur le Président. Donc, cet amendement vise à mettre en place une trajectoire pour les acteurs de la location courte ou moyenne durée. En effet, les flottes de ces entreprises ont une fonction très différente de celle d'autres entreprises classiques, puisqu'elles doivent, dans le cadre de la logique commerciale qui est la leur, de répondre aux besoins de leurs clients. Or, le fait que la demande en véhicules électriques des clients de location courte durée est encore relativement faible, puisque le taux de location de véhicules électriques n'atteint que 47,5% contre 73,6% pour les thermiques. On le sait, les clients de la location courte durée sont souvent amenés à réaliser de longs trajets sur des périodes de location courte, ce qui rend l'électrique moins adapté, et ce d'autant plus que la disponibilité de la recharge n'est pas encore optimale, tout comme d'ailleurs la transparence des prix. Il est impératif de continuer à travailler sur ces sujets. Nous proposons donc de fixer une trajectoire spécifique à ces acteurs, plus réaliste et en lien avec leur niveau de renouvellement de flotte, 6 fois supérieur à celui des autres gestionnaires de flotte. Monsieur le rapporteur. Oui, là-dessus. Ah pardon, c'est une discussion commune, excusez-moi. Le CD 63, Monsieur Le Seul. Oui, je comprends votre hésitation, Président, puisque les rédactions sont bien différentes, mais l'objet est effectivement assez proche. Cet amendement du groupe socialiste, qui d'ailleurs a été travaillé avec la Fédération européenne pour le transport et l'environnement, vise à prendre en compte les spécificités des flottes des groupes de location de courte durée concernés par les obligations de verdissement des flottes professionnelles. Et en particulier, ça a été dit différemment par notre collègue Millienne, mais leur taux de renouvellement accéléré et leur dépendance aux ventes tactiques des constructeurs automobiles sont particulières. Donc notre objectif, c'est de prendre en compte ces spécificités des flottes des groupes de location de courte durée en fixant une trajectoire différenciée. Les modalités de calcul proposées par nos amendements sont différents, mais aboutissent globalement à la même logique. Je vous remercie. Merci. Le CD 97, Monsieur Jean-Louis Bricout. Après tout ce qui a été dit, je vais avoir du mal à avoir un discours, moi, différencié. Alors, ce que propose l'amendement, évidemment, c'est la même chose qui vient d'être présenté, donc la fixation d'une trajectoire différenciée pour prendre en compte effectivement la spécificité des flottes des groupes de location courte durée. Comme l'a dit mon collègue, je pense que l'opinion publique n'est pas complètement prête. Quelques chiffres ont été annoncés sur les attentes d'offres. Et c'est difficile actuellement pour les loueurs effectivement d'amortir en fin de compte les investissements nécessaires au renouvellement de cette flotte. C'est pour ça qu'on propose une trajectoire qui soit complètement différenciée par rapport à celle qui est proposée dans le texte, simplement. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Donc, je partage votre point de vue sur le constat, pas forcément sur ensuite la trajectoire qu'il faudrait mettre en avant. Et j'aurais pour cela un amendement qui viendra un peu plus dans la discussion, et j'aurais aimé qu'il soit en discussion commune, mais bon, je ne maîtrise pas la légistique. C'est l'amendement 164 qui part du même point de départ que vous, c'est-à-dire 5% en 2025, et qui, au lieu d'avoir une augmentation de 2%, a une augmentation de 5% sur les premières années. Et après, je propose aussi une clause de revoyure en 2027. Monsieur le rapporteur, juste, est-ce que vous voulez qu'on affiche l'amendement? Si vous voulez. Donc, simplement pour que vous puissiez commenter l'amendement en même temps, on l'affiche. C'est le CD 164 qui s'affiche juste derrière nous. Voilà, donc l'idée c'est de commencer à 5%, augmentation de 5% par an, clause de revoyure en 2027 pour constater l'évolution du marché et ensuite ajuster la trajectoire à partir de 2027. Ce qui me paraît à la rigueur
plus intéressant que de voter vos amendements qui figent la trajectoire de manière définitive, alors que peut-être que nous pourrions demander plus d'efforts à la location courte durée si on constate que le marché s'améliore sur les contraintes que vous avez tous mis en avant. Donc avis défavorable sur ces 4 amendements au profit du 164. Non, parce qu'il arrivera dans un second temps. Donc, si vous voulez le retirer, c'est votre droit. Bon, moi, je veux bien le retirer. Ça me paraît assez intelligent qu'en début de cycle, pas mettre trop de pression et que ça puisse s'accélérer après si c'est nécessaire. Très bien. Le CD 97 est retiré. Pour les autres, je peux les mettre aux voix. Donc, on va mettre aux voix les amendements identiques, les CD 45 et CD 118. Qui est pour ? Qui est contre? Ils sont rejetés. Le CD 63 qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. Nous continuons avec le CD 9 présenté par le député Tête. Oui, Monsieur le Président, eu égard à la réalité actuelle du marché, cet amendement vise donc à préciser le champ d'application de l'article L224-10 du Code de l'environnement afin de cibler prioritairement les locations visant la mobilité électrique domicile-travail, qui est le cœur de cible de l'objectif du présent texte. Je vous remercie. Merci. Le CD 28 présenté par le député du Cantal, M. Bonny. Je suis dans le rouge. Non, dans le vert. Oui, je suis dans le vert, mais là, non, c'est un amendement identique à celui que vient de défendre mon collègue Jean-Pierre Tête, donc j'estime qu'il a été très bien défendu. Merci. Le CD 42 n'est pas... Ah oui, Monsieur Di Filippo, à qui on souhaite la bienvenue dans notre commission. Vous avez failli me faire de la peine, Monsieur le Président, mais merci beaucoup pour votre accueil au sein de cette commission au sujet d'un sujet qui continuera de faire débat. Et comme l'ont très bien expliqué mes collègues, l'ADEME insiste sur l'importance d'inciter les usagers à utiliser un véhicule électrique, pas seulement pour les déplacements dans le cadre du travail, mais aussi pour les trajets quotidiens de type domicile-travail. Le but, c'est donc de préciser le champ d'application de l'article, comme l'a très bien dit Jean-Pierre Tête. Voilà, merci. Le CD 46 n'est pas présenté. Le CD 119, Monsieur Millienne. Oui, merci Monsieur le Président. Comme c'est les autres amendements, cet amendement vise à cantonner l'application de ce texte aux véhicules destinés à l'usage des salariés dans le cadre des déplacements domicile-travail. Si je suis bien conscient qu'il vide en grande partie la substance du texte, il semble qu'à ce stade, et en l'absence, comme je l'ai déjà dit dans ma déclaration préalable, de données consolidées sur les raisons pour lesquelles les entreprises n'atteignent pas leurs objectifs, ces déplacements soient le plus adaptés à la mise en place d'objectifs aussi ambitieux. Monsieur le rapporteur, sur un amendement identique. Oui, donc par cette série d'amendements, vous proposez de restreindre le champ de la trajectoire de verdissement du parc automobile des entreprises aux véhicules utilisés pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail. J'y suis défavorable pour 3 raisons. Une telle restriction écarterait de la trajectoire toute une partie de la flotte des véhicules professionnels qui n'est pas seulement destinée au trajet domicile-travail. Je pense notamment à la flotte des sociétés de location de longue durée, des flottes de sociétés de taxi ou de VTC, des loueurs de courte durée, pour ne citer que quelques exemples. Une telle mesure n'est pas compatible avec l'usage privé qui peut être fait du véhicule de fonction mis à disposition d'un salarié et permis par le contrat de travail. Enfin, j'y vois une source de complexité et de lourdeur administrative pour le gestionnaire de flotte qui devra répartir le véhicule de sa flotte en fonction de leur usage pour déterminer s'ils sont ou non concernés par la trajectoire de verdissement. Je vous rejoins pour ce qui est des aménagements spécifiques à prévoir pour certaines flottes, notamment pour les loueurs de longue durée, ce qui est déjà le cas dans la PPL pour les VUL par exemple, mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Je vais donc mettre aux voix ces amendements identiques. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. Chers collègues, on se retrouve dans cette même salle à 21h30 pour continuer nos débats.